Salut les amis, c'est Timena. Le 29 juin 2007, le premier iPhone fut commercialisé aux États-Unis, quelques mois seulement après sa présentation officielle par Steve Jobs, le patron et fondateur d'Apple à cette époque. Il fut présenté comme une machine qui allait tout changer dans la vie des utilisateurs qui le posséderaient, mais à ce moment-là, personne ne se doutait que la révolution numérique était enclenchée. Mais pas seulement avec l'iPhone, car avec l'iPad, l'Apple Watch, les AirPods, mais aussi le design et la manière de communiquer, Apple a changé pas mal de choses dans le monde, ainsi que dans nos vies quotidiennes. Et c'est ce qu'on va détailler aujourd'hui dans cette vidéo. Transition, générique, c'est parti. Nani? En effet, comme vous le savez, les smartphones sont liés aux changements profonds de notre quotidien, tels que la manière de s'informer, de travailler, mais aussi de se sociabiliser et de se divertir. Apple fut le premier à proposer un smartphone tactile s'utilisant simplement avec nos doigts et pas avec un stylet. Apple voulait proposer un iPod avec un grand écran, mais aussi un téléphone révolutionnaire et un appareil de communication avec Internet à l'intérieur. Et ça, pour l'époque, c'était innovant. Oui, parce que les sites mobiles à l'époque, c'était pas vraiment développé. C'était le WAP, voilà, mais c'était pas top en termes d'Internet. Vous l'avez donc compris, c'est bien Apple qui a intégré en premier Internet sur nos téléphones, certes de façon très basique, comparé à maintenant, mais c'était le premier téléphone qui intégrait un navigateur Internet, une messagerie électronique, pouvoir consulter ses mails, et aussi la cartographie avec Google Maps. Et ouais, ça n'existait pas vraiment avant. Il y avait TomTom, mais bon, c'était que des petits GPS qu'on mettait dans sa voiture, quoi. Le second changement important de la part d'Apple sur les iPhones arrive en 2008, avec l'arrivée de l'App Store, qui a permis à de nombreuses jeunes entreprises de proposer des applications telles que Instagram, Doodle Jump, Waze, Angry Birds, j'en passe et des bien d'autres. À l'époque, sur les smartphones qui avaient potentiellement du Windows Mobile 6, on pouvait installer des logiciels, mais il n'y avait pas de store. Fallait galérer sur Internet pour les chercher. Peut-être que des fois, il y avait des virus dedans. On n'était même pas sûr que ça marchait bien. C'était trop compliqué. Et donc, Apple a sorti un store d'applications. Et ça, c'était quelque chose de novateur. Personne d'autre auparavant ne l'avait jamais fait. En 2011, c'est l'arrivée de l'assistant vocal virtuel Siri, et oui, à partir des iPhone 4S. Et même si la dictée vocale existait, même si ce genre de choses existait plus ou moins avant, c'était pas aussi bien intégré qu'aujourd'hui avec ce qu'on a dans nos smartphones et dans les Google Home, etc., etc. Encore une fois, c'est Apple qui a démocratisé tout ça. Apple a donc réussi avec l'iPhone et son interface à inspirer Google, qui était en train de créer Android, et qui, une fois qu'ils ont vu ça, ils ont décidé de modifier Android pour arriver à ce que c'est à peu près aujourd'hui. Alors, je vous entends déjà gueuler dans les commentaires, mais il est vrai que ce qu'a fait Apple avec l'iPhone, ce n'est pas de créer un smartphone. Ça existait déjà avant avec Windows Mobile 6, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais l'interface, elle n'était pas du tout adaptée. Il y avait un petit menu démarrer, fallait tout faire au stylet. Mais c'était compliqué. Oh là là. J'en ai eu des smartphones avec Windows Mobile 6. Oh là là, la tannée que c'était. Vous l'avez donc compris, ce qu'Apple a fait, c'est de recréer des usages et de simplifier la façon d'utiliser ces appareils. Et vous allez le voir avec la suite, c'est ce qu'a fait quasiment Apple pour tous ses produits. Nani? Quelques années plus tard, c'est au tour des tablettes de voir le jour lorsqu'Apple sort l'iPad. Alors oui, l'iPad a été développé avant l'iPhone, mais pour eux c'était plus intéressant d'abord de sortir un smartphone plutôt qu'une tablette. Là aussi, les écrans tactiles sur ordinateur, ça existait déjà. Et oui, j'en avais un, j'avais un HP avec un écran tactile, mais avec un Windows Vista qui ramait, c'était n'importe quoi. Et puis l'interface de Windows, c'était pas du tout adapté à du tactile. Ils avaient essayé de faire quelque chose, mais c'était nul, quoi. Lorsqu'Apple sort son iPad, beaucoup de gens en rigolaient quand même parce que les gens le considéraient comme un grand iPhone, mais force est de constater que le succès a pris et que aujourd'hui quasiment tout le monde a une tablette chez soi, quoi. Et ok, les ordinateurs avec des écrans tactiles ça existait, mais des tablettes de cette manière-là, ça n'existait absolument pas. Nani? Pour l'Apple Watch, je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle. Remarquez, je l'ai fait un petit peu avant, donc ça devrait pas changer grand chose. Avant l'arrivée de l'Apple Watch, Apple avait déjà créé plusieurs modèles d'iPod qu'ils ont bien sûr miniaturisés au fur et à mesure des années. Lorsque l'iPod Nano 6ème génération est sorti, je me suis empressé d'en acheter un, vu sa miniaturisation et les fonctionnalités qu'il embarquait, telles que des cadrans de montres. Et ouais, il y avait déjà ça dans un iPod Nano. Et en plus, il y avait même des accessoiristes qui fabriquaient des genres de bracelets pour le mettre autour du poignet. C'est pas un truc de fou ça? On pouvait clairement donc se poser la question, quand est-ce que Apple
va nous sortir une montre connectée. Et ça, 2 ou 3 ans avant l'Apple Watch. Là encore, d'autres marques se sont précipitées quand ils ont vu ça, et ils ont vite sorti des montres connectées pour se dire, voilà, on est premier avant Apple. Mais bon, les technos, elles étaient déjà là 2 ou 3 ans avant la sortie des Apple Watch. Samsung a donc sorti sa montre avant Apple, mais elle ne rencontra pas un réel succès parce que c'était pas très innovant à l'époque. Lorsque l'Apple Watch est donc arrivée, elle était révolutionnaire, surtout dans le fait de pouvoir changer les bracelets, les autres ne le faisaient pas du tout, et aussi tout ce qu'il y avait en termes d'écosystème avec l'iPhone et les autres produits Apple. En plus, pour la création de leur Apple Watch, ils se sont entourés de pas mal de monde dans le luxe, notamment l'ancienne patronne de chez Burberry. Et c'est ce qui fait que l'Apple Watch, elle n'a pas eu juste un côté geek, elle a eu aussi un côté mode et luxe. Et donc, ça a beaucoup mieux pris et mieux marché que les autres concurrents. Même si aujourd'hui l'Apple Watch reste un accessoire de l'iPhone, il est quand même possible de la configurer avec un iPhone pour pouvoir s'en séparer, que ce soit pour un enfant ou une personne âgée qui ne posséderait pas d'iPhone, et de pouvoir passer des appels comme s'ils avaient un téléphone sur leur poignet. Aujourd'hui, l'Apple Watch est la montre connectée la plus vendue du marché. Grâce à cela, d'autres marques de montres connectées ont vu le jour, et il est vrai que l'on voit de plus en plus autour de nous des personnes qui ont des montres connectées, ou du moins des bracelets connectés, qui ne sont pas forcément de la marque Apple, vous l'aurez compris. Nani? Comme à l'accoutumée, avec les AirPods, les écouteurs sans fil existaient déjà plus ou moins auparavant, avant qu'Apple arrive avec les AirPods. C'était le cas des oreillettes Bluetooth, mais le problème des oreillettes Bluetooth, c'est qu'il n'y en avait qu'une d'un côté, il n'y en avait pas deux. Donc on savait miniaturiser les batteries. Ça tenait pas excessivement longtemps, quelques heures, 3-4 heures. Mais pour les recharger, il fallait forcément les brancher avec un câble. C'était vraiment pas pratique et assez compliqué. En plus, c'était galère à mettre. Il y avait un truc à mettre autour de l'oreille pour que ça tienne. C'était n'importe quoi. Moi, j'en avais acheté quelques-unes et j'ai jamais eu ces oreillettes comme ça tout le temps la journée parce que ça marchait pas et en plus c'était que fait pour appeler, c'était pas fait pour de la musique. La révolution qu'a fait Apple, c'est d'imaginer un boîtier dans lequel on pouvait glisser ses écouteurs pour pouvoir les recharger. Et ça, c'est le top. Et ce boîtier, lui, à l'intérieur aussi, il avait une batterie. Enfin, il a toujours une batterie parce que c'est toujours en vente. Une idée ingénieuse, encore une fois, qui fait qu'aujourd'hui, tous les fabricants d'écouteurs sans fil proposent tous une boîte de recharge avec. Regardez, ceux de Google, ceux de Bose, ceux de Samsung, tous ces écouteurs-là, ils ont imité Apple. Ok, peut-être qu'il y avait quelques fabricants qui avaient fait ça avant, mais pas aussi miniaturisé, on est bien d'accord. On peut donc constater que si Apple n'avait pas sorti ce produit, on aurait pu attendre encore quelques années avant que d'autres marques réfléchissent à un moyen de recharge similaire. Nani? Steve Jobs, un des anciens fondateurs d'Apple et ancien patron d'Apple, avait compris que le design des produits et des interfaces utilisateurs serait décisif dans le développement des produits. Contrairement à la concurrence, Apple a toujours créé le design d'un produit avant sa conception. C'est ensuite aux ingénieurs de s'adapter au design et de faire en sorte que les composants rentrent à l'intérieur du produit. Leurs ergonomies sont basées sur les interactions des vrais gens et pas juste celles d'un petit ingénieur dans un coin à qui on a dit fais ça et puis si c'est bien on le sortira. Apple a toujours fait en sorte de rendre la technologie séduisante et transparente. Si vous regardez les produits de la marque, que ce soit le dernier iPhone, le dernier iPad, le dernier Mac, vous verrez que la plupart de tous ces produits se rejoignent en termes de design. Mais le design chez Apple, ce n'est pas que des produits, c'est aussi, je viens de l'évoquer, les interfaces utilisateurs avec iOS, iPadOS, tvOS, macOS et watchOS. Et ouais, il y a 50 000 OS. Ces interfaces se ressemblent plus ou moins, et du coup, quand on passe d'un appareil à l'autre, on n'est pas perdu. On retrouve les mêmes gestes et la même façon de fonctionner. Mais il y a également le design du packaging, c'est-à-dire celui des boîtes dans lesquelles est vendu les appareils. À la manière d'un bel écran dans lequel vous y trouverez un bijou, les produits Apple ne font pas exception en la matière. Leurs boîtes et la façon de les ouvrir font toujours un effet waouh. C'est ce qu'Apple appelle l'expérience utilisateur, que ce soit pour le design, pour les logiciels, pour tout quoi. Rendre le client heureux pour qu'il puisse racheter des produits de la marque et y rester fidèle dans le futur. Aujourd'hui, beaucoup de marques s'inspirent d'Apple, que ce soit sur la manière de communiquer, même en termes de design. Avant qu'Apple apporte des designs en termes de packaging, les emballages des produits tech, ça ressemblait quand même à ça, non? C'était quand même assez moche. Fallait prendre un ciseau, fallait le couper, des fois on s'ouvrait le doigt avec. C'était pas terrible, non? Tout ça parce que les fabricants se disaient « Ouais, c'est juste un emballage, on s'en fout, les gens ils vont le jeter. » Bah non, en fait, voilà.
Non. Puis en général, quand tu achètes un produit Apple, ta boîte, tu la jettes pas comme ça. Tu te dis, ouais, je vais la garder, elle est quand même assez classe. Nani? Steve Jobs disait ceci. La plupart du temps, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent avant que vous leur ayez montré. Grâce à leur innovation, Apple a réinventé des produits et des usages. On peut donc constater que beaucoup d'entreprises ont suivi le travail d'Apple, l'ont recopié ou s'en sont inspirées. Il est vrai que par le passé, Apple s'est inspiré ou a recopié des choses pour pouvoir créer leurs produits. Ce fut le cas du tout premier macOS, ainsi que l'interface à la souris. Et bien d'autres, mais on va pas tout détailler ici. Alors certains me diront dans les commentaires que ce que je dis c'est de la merde, car ces gens-là n'aiment pas forcément Apple, et sur certains points, on peut les comprendre. Mais force est de constater que lorsque Ford a créé la première voiture, d'autres constructeurs ont vu le jour, et se sont mis eux aussi à créer des voitures. Ce n'est donc pas une question d'aimer ou pas Apple, mais bien des faits historiques. Et qu'on le veuille ou non, Apple a bel et bien contribué à changer nos quotidiens en manière de technologie. Si vous avez d'autres exemples de produits ou d'innovations qu'Apple a créés et qui ont changé votre quotidien ou la face du monde, je vous invite à le marquer dans les commentaires, voilà, juste en dessous. Voilà, vous écrivez un petit commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, pensez à vous abonner parce que sinon, vous allez louper tout un tas de vidéos très sympas. Et ça serait dommage. Et surtout, plein d'astuces pour vos iPhones, vos iPads, vos appareils Apple. Bref, voilà, abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.